Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Certains jours, rien ne va comme on veut, peu importe ce que l'on fait ou dit. On aimerait juste se cacher sous la couette et tout éviter. En tant que chef de famille, on porte un poids de responsabilité, même lorsqu'on souhaiterait ne pas l'avoir. Ma journée a commencé brutalement à 7 heures du matin, quand la police m'a réveillé pour signaler un cambriolage dans mon bar. En me dépêchant de partir, j'ai découvert que ma voiture avait un pneu crevé, ce qui s'est ajouté à la frustration de n'avoir dormi que 4 heures. J'ai emprunté la voiture de ma femme et je me suis rendu au bar pour découvrir que la majeure partie de la réserve d'alcool avait été volée et que l'entrée était défoncée. Il faudra au moins 2 semaines avant de rouvrir. La police a qualifié cela de vol. Une fois l'agent d'assurance passé pour constater les dégâts, j'ai barricadé l'entrée en attendant les réparations. Heureusement, l'assurance couvrira les pertes jusqu'à ce que nous reprenions nos activités. Vers midi, alors que j'allais monter dans la voiture de ma femme pour rentrer chez moi, j'ai entendu quelqu'un crier « Mélodie !» Attends. Je me suis retourné pour voir un homme qui courait vers moi, mais il s'est arrêté net en réalisant son erreur. Il s'est excusé en expliquant qu'il s'était trompé de voiture, puis il est reparti en hâte. Plus tard, à la maison, j'ai décrit la scène à ma femme Mélodie, mais elle n'arrivait pas à situer qui était cet homme. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais dû emprunter sa voiture plus tôt, je lui ai parlé de l'effraction au bar et de mon problème de pneus. Après un sandwich rapide, j'ai réparé la valve éclatée de mon camion, puis je suis allé acheter des jeans, des t-shirts et une casquette MAGA. En rentrant, j'ai trouvé un mot de Mélodie disant qu'elle était partie faire des courses. Mes heures tardives le vendredi et le samedi font que j'arrive souvent chez moi au petit matin. Après 12 ans, j'ai finalement rasé ma barbe. Je me suis douché, puis je me suis préparé à partir, oubliant de me brosser les cheveux et laissant mes boucles en bataille. Le changement était si radical que j'avais du mal à me reconnaître. Malgré cela, j'ai décidé d'explorer d'autres bars en ville ce soir-là. En partant comme d'habitude, j'ai constaté que Mélodie n'était toujours pas rentrée. Je suis entré discrètement dans mon bar par l'arrière, j'ai enfilé mes nouveaux vêtements et j'ai trouvé des lunettes de lecture pour parfaire mon allure métamorphosée. Avec mon visage rasé et des lunettes, je paraissais beaucoup plus jeune, presque comme un étudiant. Constatant que mon camion était trop reconnaissable, j'ai appelé un taxi pour qu'il m'emmène à l'agence de location nationale Car Rental, où j'ai opté pour une Ford blanche et discrète. En commençant par le nord, j'ai traversé la ville en m'arrêtant à différents établissements, observant et apprenant à chaque étape. J'étudiais le personnel, l'ambiance, la clientèle et les prix, accumulant des informations utiles pour ma propre réouverture. Souvent, après avoir obtenu ce dont j'avais besoin, je repartais sans terminer ma bière. C'est au 7e bar, un lieu prisé des étudiants près du fleuve Mississippi, que tout a basculé. En entrant dans un endroit appelé New City Jack, j'ai aperçu ma femme Mélodie dansant de manière très suggestive avec un autre homme. La colère m'a envahi en reconnaissant qu'il s'agissait du même homme qui l'avait interpellée à midi. Il était évident qu'elle m'avait menti. Mélodie portait une tenue provocante, dévoilant une importante partie de sa poitrine. En tant que barman, je savais que les apparences pouvaient être trompeuses. Cherchant un endroit pour observer la scène, un type m'a proposé une place en échange d'une tournée pour la table. Surpris, j'ai accepté et commandé un double gin tonic. Ils étaient des habitués et m'ont expliqué que le week-end était très animé grâce aux étudiants de l'université. Plus tard, j'ai demandé l'air de rien des informations à propos d'une femme en tenue aguicheuse. La rousse du groupe m'a renseigné, c'est Mélodie Corbett. Elle sort souvent avec son patron, Payne Richard. Ils viennent régulièrement, et il se pourrait qu'ils soient plus que des amis. Elle raconte que la situation avec son mari est compliquée, car il travaille hors de la ville. Ils ont ajouté qu'elle repartait presque toujours avec Payne avant le dernier set du groupe. Je les ai remerciés, et offert une autre tournée et j'ai pris congé. À l'extérieur, j'ai dégonflé les pneus de sa voiture. Je me suis fait surprendre par une rousse nommée Carrie-Anne, qu'elle prononçait Car ou Kian. Elle travaillait avec eux et m'a dit que tout le groupe travaillait également au même endroit. Je lui ai demandé comment elle avait su qui j'étais. Elle a répondu, je ne savais pas. J'ai juste compris à tes expressions que tu luttais pour cacher tes sentiments toute la soirée. Tu essayais de faire comme si de rien n'était, mais ton regard se posait trop souvent sur elle. Quand je t'ai vu tripoter ses pneus, j'ai deviné que tu étais son mari, surtout après les questions que tu posais plus tôt.
Carrie a ajouté, alors je suis venu pour voir si mes soupçons étaient fondés. Tu ne travailles pas sur des plateformes pétrolières, n'est-ce pas? On devrait peut-être parler plus tard. J'ai désigné une Ford Taurus blanche de location, garée au coin, en lui confiant les clés pour la protéger si quelqu'un d'autre me surprenait. Elle a confirmé qu'elle travaillait chez Bacha, mon bar sur Bata, réputé pour son ambiance. Elle est partie avec la voiture, et je l'ai rejointe plus tard, soulagé que personne n'ait remarqué son absence. Où va-t-on? A demandé Carrie. Quelque part à l'abri des regards, ai-je répondu. C'est chez moi, et j'ai aussi besoin qu'on me dépose. Carrie a souri. Après 20 minutes de route, nous sommes arrivés à sa maison préfabriquée en dehors de la ville. J'ai été surpris de voir une autre voiture garée dans l'allée. C'est la voiture de Suzanne, la brune de notre groupe. Elle m'a déposé tout à l'heure, ça me protège des gens lourds qui croient qu'on est seul, m'a-t-elle expliqué. Elle a écrit un message à Suzanne disant qu'elle avait pris un taxi pour rentrer. La maison était impeccable, presque pas habitée. Carrie est allée chercher des bières, puis nous nous sommes installés pour discuter. Carrie, merci d'être intervenue. J'étais perdu, ai-je avoué. Tu m'as fait réaliser que je risquais de réagir de façon démesurée. Elle m'a confié, ils ont une chambre louée au Rata-Inn sur la 4e rue. Si tu les suis, tu verras qu'ils s'y rendent après la fermeture. Elle a ajouté, elle arrive en jean et t-shirt, puis enfile une tenue de soirée et revient quelques heures plus tard encore en jean. Comment sais-tu tout ça? Ai-je demandé. Mon frère y est gestionnaire du mercredi au dimanche. Payne et ta femme s'y rendent depuis plus d'1 an. Mélodie lui a raconté que tu travaillais sur des plateformes pétrolières et que tu partais pendant des mois, laissant entendre que c'était un accord tacite de couple libre. Voyant ma stupéfaction, elle a ajouté, tu n'étais vraiment au courant de rien, hein? Non, ai-je dit, anéanti. D'abord, j'ai besoin de preuves. Deuxièmement, ses parents soutiennent mon bar à hauteur de $20 000. Je vais parler à mon frère pour voir ce qu'on peut faire. Il existe peut-être des enregistrements où je peux récupérer un pass, elle a proposé, je le vois vendredi prochain à l'anniversaire de nos parents. Nous avons échangé nos numéros avant que je ne reparte, impatient de voir leur réaction en découvrant les pneus crevés. Je suis revenu au bar juste avant la fermeture et j'ai remarqué que le parking était encore éclairé. Quelques minutes plus tard, Mélodie et Payne sont sortis en se tenant la main et en s'embrassant rapidement. Il a déverrouillé la portière de sa voiture, mais ils ont remarqué un pneu à plat. En vérifiant, ils ont constaté qu'ils étaient tout crevés. Même si je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, leurs gestes montraient l'intimité d'une relation qui durait. Payne a appelé une dépanneuse, et en 20 minutes, un camion est arrivé pour regonfler les pneus. Ils se sont ensuite dirigés au Rata-Inn, confirmant les dires de Carrie. Plus tard, Mélodie est rentrée à la maison les cheveux humides, avec un sac Macy's. Il est difficile d'accepter que sa compagne nous ait trompés. J'ai rendu la voiture de location, pris un taxi jusqu'à mon camion et je suis arrivé chez moi à 5 heures du matin, m'endormant sur le canapé. Elle n'avait aucune idée que son aventure était découverte. Je repensais à notre rencontre sur un double rencard. Son regard m'avait immédiatement captivé. Malgré le caractère strict de son père, j'avais su le gagner à ma cause en venant chaque week-end, alors que mon propre père me le déconseillait. Peu à peu, son père a fini par m'accepter. Mélodie a poursuivi ses études à la fac pendant que je me formais en ligne tout en travaillant. Au cours de sa 2e année, nous nous sommes fiancés, période qui a coïncidé avec la mise en vente du bar où j'exerce. L'été suivant, en venant avec son père, nous avons discuté de la rénovation d'un lieu sombre et vieillot. Il a accepté de me prêter de l'argent depuis son fonds de retraite, à un taux de 6%, et il m'aidait dans les travaux. Ensemble, nous avons profondément transformé l'endroit, réduisant le coût de la main-d'œuvre. En une dizaine d'années, j'ai réduit la dette de $200 000 à moins de $20 000, et la valeur du bar a doublé. Les parents de Mélodie nous pressaient de fonder une famille, mais elle hésitait. Je commençais à penser qu'on ne me considérait pas apte à être père. J'ai rapidement obtenu un prêt commercial pour rembourser son père, qui m'a finalement rendu le dernier paiement après avoir tiré profit de la revente du bar. Grâce à son aval, j'ai soldé mon prêt bancaire et je n'avais plus qu'un découvert non garanti. Les réparations et les aménagements de mon bar étaient en cours, mais ma femme n'y prêtait pas attention, absorbée par ses propres préoccupations. Le vendredi soir, déguisé à nouveau, j'ai trafiqué l'échappement de sa voiture et saboté le réservoir d'essence de la voiture de fonction de Payne.
À l'intérieur de leur bar favori, ils ne se préoccupaient que l'un de l'autre. Leur comportement attirait l'attention. Carrie-Anne veillait à m'apporter son soutien. J'ai discrètement soudoyé le barman pour qu'il filme la soirée, lui demandant d'être discret. Intrigué, il m'a demandé ce que j'allais en faire. J'ai glissé, pour tes yeux seulement. Après avoir vérifié mon identité, il a souri, impatient de m'aider à piéger la femme infidèle. Il a évoqué l'idée d'utiliser de la Spanish Fly pour une soirée spéciale après la fermeture, le samedi suivant. Cela coïncidait parfaitement avec la réouverture prévue de mon bar le jeudi. La Spanish Fly, un puissant aphrodisiaque souvent prescrit à des couples souhaitant concevoir, nous serait utile pour la soirée, qui promettait d'être mouvementée. Cette nuit-là, sous l'orage, j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu Mélodie rentrer à 3 heures du matin et passer un long coup de fil. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Avec son téléphone resté déverrouillé, j'ai pu voir ses échanges avec Payne. Quand elle a réalisé que j'étais présent, elle a vite tenté d'effacer ses messages, mais elle en a laissé un où elle demandait à sa grande sœur de lui servir d'alibi pour la veille en prétendant qu'elles étaient ensemble. J'ai pris discrètement une photo de ce texto avec mon portable. Plus tard, Mélodie m'a dit qu'elle avait dîné avec sa fratrie ce mardi-là. Carrie-Anne m'a alors contacté pour qu'on se retrouve au restaurant routier de l'autoroute. À mon arrivée, elle m'a accueilli avec un grand sourire et a voulu prendre une photo pour mon contact, malgré ma nouvelle moustache et mon bouc. Mélodie ne s'aperçoit toujours de rien, ai-je lancé en guise de bonjour. Moi, c'est Caleb, m'a-t-elle corrigé. Désolé, je t'appelle souvent Ken ou Caleb. Mais oui, je suis heureuse de te revoir. Regarde les infos que mon frère m'a données, il te demande juste de couvrir ses frais d'impression. Nous avons commandé le petit déjeuner, pour moi, des œufs, des saucisses et du bacon, pour Carrie, une omelette au fromage, le tout accompagné de jus d'orange et de café. Les documents montraient que Mélodie disposait d'un pass pour la chambre depuis plus de 6 mois, utilisé régulièrement les lundis, mercredis, vendredis et samedis vers 19h. J'ai montré à Carrie le SMS incriminant de ma femme. « Quel est ton plan ?» a-t-elle demandé. « Veux-tu divorcer ?» Samedi prochain, ils organisent une soirée spéciale pour Mélodie et Payne. J'espère obtenir suffisamment de preuves vidéo. Ce sera très chaud. Ensuite, j'irai voir son père pour lui montrer pourquoi elle ne veut pas d'enfant avec moi. En même temps, elle recevra les papiers du divorce dans leur chambre d'hôtel, sous l'œil de la caméra. Quand ce sera prêt, envoie-moi ça, a demandé Carrie. Pourquoi, ai-je fait, dissimulant ma satisfaction. Parce que la voiture de société de Payne est fichue et que la nôtre sent mauvais. Au bureau, certains suspectent un mari jaloux. Tu devrais la diffuser en même temps. C'est poétique, elle recevra la convocation alors même que tout sera rendu public, m'a-t-elle dit en riant. Tu peux mentionner mon nom si tu veux. Oui, tu peux le faire, ai-je répondu. Je ne dirai rien de plus. Nous avons aussi convenu d'un plan pour des médicaments. J'ai discrètement échangé ces pilules contraceptives contre des comprimés de sucre, me laissant ainsi une marge de manœuvre. J'ai été victime d'un coup du sort quand quelqu'un a grillé un feu rouge sur le chemin du travail, percutant ma voiture et provoquant un carambolage. Les pompiers ont dû utiliser le désincarcérateur pour m'extraire, et j'ai été conduit à l'hôpital pour des examens approfondis. Mélodie et ses parents sont venus me voir et, après 6 heures d'analyse, j'ai pu sortir avec la consigne de me reposer 2 jours et de ne pas conduire pendant 1 semaine. Mélodie est restée à la maison pour s'occuper de moi, et le samedi, j'étais impatient de reprendre le travail. Alors que je me préparais, je l'ai entendu téléphoner, organisant sa soirée. Je lui ai demandé de me déposer au bar, prétextant vouloir vérifier les améliorations que j'avais faites. Les ventes ont doublé ce soir-là grâce au nouveau cuisinier que j'avais engagé, et nous avons tout vendu. Nous attirions désormais une clientèle de midi grâce à des offres spéciales liées au concept du bar. Le restaurant fermait à 20h, puis nous ne proposions plus que des œufs ou des saucisses marinées en guise de grignotage. Un homme retraité mais dynamique m'a proposé un partenariat, installer sa propre cuisine en échange de 10% des bénéfices. Ces plats faits maison, comme le shepherd's pie et le ragoût irlandais, ont remporté un franc succès, au point que j'ai dû embaucher du personnel en cuisine. Vers 20h30, Carrie-Anne et la chair sont entrées avec leur amie Suzanne, toutes trois habillées d'un style irlandais. Elles se sont installées à une table, appréciant la musique folklorique et les grands classiques irlandais. La tenue verte de Carrie attirait les regards,
et je leur ai offert des boissons spéciales, c'est la maison qui régale. Salut Caleb, a lancé Carrie. Merci de te souvenir de nos préférences. Voici mon amie Suzanne. J'ai serré la main de Suzanne, qui s'est éclipsée brièvement. Elle a commandé un soda au gingembre, et moi, j'ai évité de boire, comme toujours dans mon propre établissement, par principe. De retour à la table, Carrie s'est assise à côté de moi, tandis que Suzanne ne semblait pas dérangée et a pris l'autre place. Carrie a annoncé, avant que les autres arrivent, « Suzanne, je te présente Caleb. » C'est l'ex-mari de Mélodie. « Vraiment ?» s'est exclamée Suzanne. « Oui, c'est vrai », ai-je confirmé. La première fois qu'on s'est rencontrés, je faisais un tour de la ville pendant la fermeture de mon bar pour travaux, et Carrie m'a surpris en train de faire quelque chose de répréhensible. On a discuté et je l'ai finalement ramené. Depuis, on est amis. À l'époque, j'ignorais tout du comportement de ma femme pendant que je travaillais. Voilà pourquoi on est là ce soir, a poursuivi Carrie. Je ne voulais pas qu'il se retrouve seul. Pourquoi avoir choisi cet endroit, a demandé Suzanne. Parce qu'il est réputé pour être un lieu chic. J'ai ri. Je le prends comme un compliment, même si ce n'était pas l'intention en concevant l'endroit. Je voulais juste un bar sympa où amener ma compagne. Caleb n'a pas seulement rénové le bar, il en est le propriétaire, a précisé Carrie. Nous nous sommes échangés un regard, amusés de la surprise de Suzanne. La salle s'est vite remplie, et quand l'équipe du bar est arrivée, notre table était comble. Carrie et Suzanne m'ont entraîné sur la piste de danse toute la soirée, ce qui a plu à mon personnel habitué à une ambiance plus calme. Tout le monde semblait apprécier le volume de la musique, suffisamment fort pour danser sans gêner la conversation. Au moment de la fermeture, j'ai demandé à Carrie de me raccompagner. Elle m'a confié que la plupart des gens présents appréciaient mon bar, car il n'était pas axé sur les célibataires de la fac. J'étais satisfait de constater que le bouche à oreille fonctionnait. Le lendemain matin, ne trouvant pas Mélodie, je ne fus pas surpris. J'ai passé 2 heures à la chercher en faisant semblant de m'inquiéter, appelant sa famille et me confiant à Carrie. Alors que je parlais avec elle, mon beau-père m'a appelé. « Salut, papa », ai-je répondu. « Toujours pas de nouvelles, hein ? » ?»« Non, Caleb, m'a-t-il dit. Ta mère et moi avons décidé d'aller prendre le brunch au Rata Inn, sur la 4e. On aurait mieux fait de s'en abstenir, la voiture de Mélodie est garée là-bas. Zut, je n'ai pas mon camion, papa. Je ne peux pas venir. Profite du repas, on se reparle plus tard, ai-je répondu, feignant l'inquiétude. Mon beau-père était un homme strict, aux valeurs fermes, convaincu que le monde n'est fait que de noir et de blanc. Il se montrait méfiant envers tout ce qui semblait trop éloigné de ses principes. Je n'avais pas de tatouage, et il en était presque surpris, car il estimait que la plupart des gens sont trop centrés sur eux-mêmes. Nous avions débattu maintes fois de politique, de responsabilité et de liberté d'expression, voyant que certains brandissaient l'accusation de « racisme » comme une arme pour réduire les contradicteurs au silence. Il trouvait que la situation rappelait l'ascension de Napoléon, et que le fossé idéologique risquait d'aboutir à un second conflit civil. Sachant qu'il risquait de réagir avec violence s'il trouvait Mélodie avec son amant, je l'ai mis en garde. Je lui ai envoyé quelques preuves de leur liaison, puis j'ai appelé Carrie pour lui raconter la conversation. Elle a éclaté de rire en me demandant la suite de mes intentions. À part sourire, pas grand-chose. « Tu veux passer me prendre pour qu'on traîne ensemble ?» a-t-elle proposé. J'en mourais d'envie, mais j'ai préféré rester disponible, au cas où quelque chose arriverait. Vers 18h, alors que je terminais une pizza dans la cuisine, j'ai vu les phares d'une voiture dans l'allée. C'était mon beau-père, seul. Il avait l'air dévasté. Je l'ai fait entrer, je lui ai servi un verre de whisky Makeress et proposé une part de pizza. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Après ton appel, j'ai interrogé Mandy pour confirmer mes soupçons, m'a-t-il expliqué. Ensuite, j'ai demandé au responsable de jour de l'hôtel de contacter celui de nuit plus tôt. Apparemment, il savait que Mélodie a une aventure. Mandy l'a su aussi, mais elle a gardé le silence, pensant que Mélodie voulait profiter avant de se poser. Puis Mélodie est arrivée avec son amant, tout sourire, comme si elle avait gagné le gros lot. J'ai failli m'évanouir sous le choc. Il a fallu l'intervention des 2 responsables pour m'empêcher de le frapper. Je l'ai remercié d'être venu me voir. Papa, j'appelle maman pour la rassurer, puis je verrai avec le manager du Rata Inn s'il est question de porter plainte, lui ai-je dit.
Ma belle-mère était anéantie, mais a remercié son mari d'avoir pensé à venir. Mélodie a essayé de s'excuser, mais sa mère ne voulait rien savoir. Tes excuses ne valent plus rien, tu as déjà fait assez de dégâts, a-t-elle lancé. Plus tard, j'ai discuté avec Jason Lachaire, le frère de Carrie, qui m'a confirmé qu'aucune plainte n'avait été déposée, Payne ne souhaitant pas aggraver la situation. Merci, Jason, ai-je soufflé, soulagé. J'ai informé mon beau-père. Voyant son visage soulagé, il m'a demandé « Quel est ton plan pour arranger ça ?» J'ai pris mon téléphone, j'ai rédigé un message pour Mélodie et je lui ai montré le texte « Papa m'a tout raconté. Félicitations, tu as réussi à détruire notre famille en une seule journée. Ne reviens pas à la maison. La Mélodie que je connaissais est morte. Si tu le choisis, lui, plutôt que nous, alors notre mariage s'achève aujourd'hui. Si tu refuses de décider, on laissera ce mariage s'éteindre à petit feu pendant 6 mois. J'ai prononcé ces mots sans détour, sachant qu'une fois la confiance perdue, on ne peut plus revenir en arrière. Laissons-en finir maintenant et dignement, a conclu mon beau-père en envoyant le message. La mère de Mélodie disait toujours que sa fille avait épousé son père, et elle avait raison, a-t-il renchéri. Nous avons passé la soirée ensemble, nous sommes allés dans une enseigne de bricolage pour acheter 3 verrous. Dès que nous les avons installés, la famille est arrivée, Mandy, ses parents Jacques et Marie, et leurs chatons adorables. Ils sont repartis vers 22h. J'ai envoyé un message à Carrie-Anne pour lui demander si elle était réveillée. Elle m'a aussitôt appelé, alors, ça va ? Jason m'a tout raconté. Payne a 2 yeux au beurre noir et le nez cassé, ton beau-père l'a corrigé avant que Jason ne les sépare. J'ai éclaté de rire, il faisait de la boxe amateur plus jeune, j'aurais aimé voir ça. Elle a répondu que, si personne ne l'avait arrêté, Payne serait peut-être à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il était venu ici après coup, démuni. Elle m'a demandé si je voulais pardonner à Mélodie. Je lui ai répondu que, pour son père, c'était terminé. Il ne connaissait pas de zone grise dans ce genre de situation. J'ai ajouté que j'étais d'accord avec lui. Nous avons convenu de prendre des nouvelles plus tard. En raccrochant, j'ai repensé à Carrie-Anne. Elle avait environ 24 ans, n'était pas mariée et dégageait un charme indéniable. Elle mesurait dans les 1,73 m, pas excessivement mince, mais ma grand-mère aurait dit qu'elle avait la carrure pour fonder une famille. Elle bossait, à ce que je savais, au même siège régional de la compagnie dentaire que Mélodie et Payne, sans être dans l'équipe de direction. Elle était très proche de sa famille et de son cercle restreint d'amis. J'y figurais désormais. Elle sortait, buvait un verre en société, aimait danser, et elle n'était pas frivole. Pourtant, elle restait prudente quant à l'amour. Son niveau d'éducation semblait plus élevé que son poste ne le laissait supposer. Alors que je me préparais à aller me coucher, je fredonnais, et, Carrie-Anne, quel est donc ce jeu ? Tout le monde peut y jouer. Comme je m'y-attendais, le lundi fut compliqué. J'ai demandé à mon assistant de gérer le bar pendant que je réglais mes affaires personnelles. Mandy est arrivée au volant du pick-up de Jacques pour m'aider à empaqueter les effets personnels de sa sœur. Nous sommes passés prendre des fournitures d'emballage, puis nous avons commencé par la chambre conjugale. Pendant que j'assemblais des cartons, Mandy vidait les tiroirs. Caleb, je suis dégoûté par ce que fait ma sœur, a-t-elle reconnu. Je ne cautionnais pas, je me taisais, pensant qu'elle reviendrait à la raison. Quand papa m'a dit pour ton message, j'ai craqué et j'ai tout avoué. Il culpabilise de ne pas avoir su l'élever correctement. Maman aussi. Mandy, je navigue moi aussi entre colère et tristesse, ai-je répondu. La nuit où elle t'a texté, j'étais présent et j'ai vu ce message par hasard, en plus de la surprendre en pleine infidélité quand j'étudiais la concurrence. Je voulais réunir des preuves pour discuter avec elle, mais ça a explosé si vite. Je regrette que ça finisse ainsi. Tu lui avais dit que le bar était fermé après un cambriolage, non ? A demandé Mandy. Oui, et quand j'y repense, elle a compris mais s'en est moquée. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Sans doute ma naïveté a-t-elle joué. Mandy m'a parlé de l'éducation stricte qu'elle et Mélodie avaient reçue, mais aussi de l'amour inconditionnel de leur père. Nous avons vidé l'armoire de Mélodie, et quand Mandy est tombée sur ses vêtements les plus érotiques, elle a demandé des ciseaux. Je les lui ai donnés, et elle a coupé l'entrejambe de ses sous-vêtements et la zone entre les bonnets de ses soutiens-gorge avant de les jeter dans un carton, estimant que sa sœur avait ce qu'elle mérite. Je l'ai laissé faire, incapable d'en faire autant moi-même.
Après 4 heures de rangement, nous avions terminé la moitié. J'ai proposé à Mandy d'aller déjeuner. Elle m'a emmené dans un nouveau restaurant chinois, Yumi, où nous sommes arrivés juste après le rush de midi. Nous sommes tombés nez à nez avec Payne, qui sortait du restaurant, arborant encore ses ecchymoses. Oh, Caleb, c'est mon père qui lui a fait ça, a dit Mandy. Apparemment, il ne s'en remettra pas avant 2 mois, tellement c'est enflé. Ton père ne l'a frappé que 3 fois, selon un témoin. Il tape encore fort pour son âge, ai-je répondu. Alors que Payne nous apercevait, il a voulu qu'on débloque le téléphone de Melody, exigeant qu'on la laisse tranquille. Mandy s'est interposée, tu connais Caleb, mon beau-frère? J'ai vu Payne se mettre en garde. Si tu veux te battre, allons-y, Mandy confirmera que c'est toi qui attaques en premier, ai-je lancé. Une fois qu'elle a acquiescé, j'ai envoyé un rapide coup de pied dans l'aine de Payne, puis 2 coups de poing. Je l'ai frappé avec toute ma rage jusqu'à ce qu'il s'effondre. J'ai donné un dernier coup avant de rentrer dans le restaurant avec Mandy. J'ai ressenti un soulagement intense. Est-ce papa qui t'a montré ces coups? A demandé Mandy. Pas exactement, mais je dois parfois gérer la violence au bar, ai-je répondu. Je voulais juste l'achever rapidement. Après avoir rempli nos assiettes, mon téléphone a sonné, c'était Melody. Je n'ai pas répondu. Elle a probablement eu l'appel de Payne, ai-je ajouté. Mandy s'est mise à rire si fort que tout le restaurant nous a regardés. J'aurais dû aller aux toilettes avant, j'ai failli me faire pipi dessus, a-t-elle dit. Ne recommence pas. Comment l'expliquerais-tu à Jacques, ai-je lancé sur le même ton humoristique. Je crierais « Inondation flash », a-t-elle pouffé. Arrête, a-t-elle réussi à articuler entre 2 rires. De retour à la maison, nous avons continué à emballer jusqu'à 17 heures, avant de tout déposer au garde-meuble loué au nom de Jacques, dont j'ai réglé le dépôt de garantie. J'ai envoyé un texto à Melody pour lui signifier que ses affaires étaient en lieu sûr. Mon assureur m'a contacté avec une offre dérisoire pour remplacer mon pick-up déclaré épave, alors j'ai insisté pour qu'on me fournisse un véhicule équivalent, ce qui leur reviendrait plus cher. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé Carrie et Suzanne qui m'attendaient. Je les ai présentés à Mandy comme des collègues de Melody et de Payne. Je nous ai tous invités à entrer. Mandy a appelé Jacques, lui résumant la journée. On s'est détendu devant quelques bières. On est venu voir si ça allait, m'a dit Carrie. Et pour savoir si tu voulais dîner avec nous, a ajouté Suzanne. Des gens au boulot ont passé une sale journée, Payne, complètement amoché, est allé à l'hôpital cet après-midi. Melody a cherché un appartement à midi, a ajouté Suzanne. Je n'arrive pas à les plaindre, a lâché Mandy. On a passé la journée à déménager les affaires de Melody. Caleb m'a laissé m'occuper de ses sous-vêtements, pour qu'elle puisse aller plus facilement voir ses futurs amants. J'ai envoyé un mail à la boîte pour dénoncer la liaison prolongée de Payne et Melody, a confié Carrie. Photo à l'appui de la tête de Payne après son passage avec le père de Melody. J'ai expliqué que la direction ne tolère pas ce type de comportement. Tu détestes ma sœur à ce point, a demandé Mandy. Je déteste surtout son comportement. Dans ma famille, on paie les conséquences de nos actes, a dit Carrie. Ça fait trop longtemps qu'ils s'en sortent sans rien. J'ai dû m'absenter pour un appel du bar, et à mon retour, Carrie m'a résumé la suite, Mandy l'avait interrogée sur ses sentiments envers moi. Elle a admis avoir ressenti quelque chose depuis la nuit où elle m'avait vu gérer calmement la situation, préférant s'éclipser pour ne pas faire d'esclandre public. Sa discrétion, son calme et sa bienveillance l'avaient touché. Mandy a décrit que j'étais toujours le médiateur de la famille, malgré mes propres peines. Tout le monde sait que je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. J'ai demandé à Mandy d'appeler Jacques et les enfants pour nous rejoindre au bar. J'y fais le dîner pour tout le monde, y compris Suzanne et Carrie, ai-je dit. Je suis allé vite me changer. À mon retour, Mandy était partie, et Suzanne attendait dans la cuisine. Carrie avait nettoyé le salon. J'aime bien ta belle-sœur, m'a dit Carrie. Elle est franche et directe, on va s'entendre. Elle te trouve aussi sympathique, ai-je répondu. Carrie m'a alors pris dans ses bras. On a partagé un moment plein d'émotions, nous sentant tous deux libérés d'un poids. Nous sommes partis ensemble dans la voiture de Suzanne, où Carrie s'est assise devant, me laissant l'arrière. Vous êtes lent à vous décider, a plaisanté Suzanne. On prend notre temps pour faire les choses bien. Je veux être mère au foyer et avoir un mari qui partage mes valeurs, a déclaré Carrie. Nous sommes arrivés chez Bia, l'ambiance était animée.
Les enfants de Mandy sont venus m'accueillir en courant. Mandy disait souvent que j'avais le don de les apaiser. Je me suis aperçu qu'il manquait des tabourets au bar. Mandy a garé le pick-up dans la boutique de son mari. Le « Shepherd SP » a régalé tout le monde, y compris les plus âgés. Carrie, assise à côté de moi, a partagé son dessert avec moi. Elle a goûté mon verre et a constaté qu'il était sans alcool, comme d'habitude. Tu m'as déjà expliqué que tu ne bois pas dans ton propre bar, par principe. C'est admirable, a-t-elle murmuré. Mon assistant m'a informé que les ventes avaient augmenté et que nous avions gagné plus de $1000 rien que sur les plats. J'ai payé mon addition avec ma carte, tenant à montrer l'exemple d'honnêteté vis-à-vis du personnel. Tout le monde n'a pas le même sens de l'éthique, m'a soufflé Carrie. Mais en y réfléchissant, c'est logique. J'ai laissé un pourboire de 20%. Suzanne et Carrie m'ont ensuite ramené chez moi, où j'ai découvert un email du barman du New City Jack, intitulé « Surviving University Night ». La vidéo montrait la soirée du samedi, notamment Melody et Payne. Tout avait été filmé légalement et était en vente sur un site pour adultes. J'ai envoyé à Carrie un texto pour l'informer. Alors Melody va tout faire pour que ses parents ne tombent pas dessus, a-t-elle réagi. Carrie est arrivée plus tard, transfigurée. Je suis resté sans voix. Qui es-tu? Que as-tu fait de ma Carrie-Anne? Elle a ri. Tu aimes mon nouveau look? C'est définitif. Regarde le message que tu m'as envoyé, je vais t'expliquer. Elle m'a tout avoué, elle travaillait en réalité sous couverture pour la FDA, Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux, au sein de la compagnie Richards Dental Supply depuis plus de 2 ans, afin de prouver que l'entreprise importait de Chine des fournitures dentaires contaminées, revendues par l'entremise de sociétés écrans, avec du plomb dans leurs produits. Payne, qui a un passif de harcèlement envers des femmes mariées, représente un danger pour Melody. Et moi, je suis entré en jeu pour te détourner de tes soupçons, a-t-elle ajouté. Alors Suzanne est aussi agent fédéral, ai-je demandé. Oui, nous avons étudié la comptabilité ensemble. Mais là, la FDA va intervenir mercredi, et ils veulent que nous partions avant le déclenchement du mandat, a-t-elle répondu. Je veux que tu partages la vidéo et les infos avec mon contact au FBI, a poursuivi Carrie. Le barman du New City Jack est probablement mêlé à des activités illégales. Ton témoignage peut nous aider. J'ai tout envoyé. Nous avons trinqué ensemble, je lui ai servi un verre de vin blanc et me suis pris une bière. Son téléphone a sonné, c'était sa mère. Elle a mis le haut-parleur. Alors, maman, tu as bien reçu mon message, a dit Carrie. Tu as vraiment dit que tu quittais la FDA, a demandé sa mère. Oui, Suzanne et moi terminons la mission cette semaine, puis nous créerons notre propre cabinet. On témoignera si besoin, mais on compte s'établir ici. On te disait depuis longtemps de te poser, pourquoi maintenant, a insisté sa mère. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, a répondu Carrie. C'est Caleb, c'est ça, a-t-elle voulu savoir. Maman, ça suffit. Au revoir, a tranché Carrie en raccrochant, visiblement amusée. Le lendemain, mardi, je suis allé voir mon avocate pour lancer la procédure de divorce. J'étais le premier à son cabinet. Elle voulait des preuves, alors je lui ai tout raconté, en lui faisant écouter mon enregistrement d'appel avec mon beau-père. J'avais aussi des relevés de l'hôtel Ramada qui pouvaient prouver l'infidélité de Melody. Ça renforcera ta position si elle accepte ta proposition de règlement. Qu'est-ce que tu suggères? Je garde le bar, elle garde la maison, sans pension alimentaire, à condition qu'elle renonce à toute plainte. Nous pourrions aussi lui montrer la clé USB contenant la vidéo, afin de la convaincre. Et si elle n'accepte pas, a voulu savoir mon avocate. Alors chaque membre de la famille recevra une copie de cette vidéo de façon anonyme, ai-je répliqué, me levant pour partir. Caleb, tu peux être impitoyable, m'a-t-elle demandé. Uniquement quand on me force la main. Melody vient de réduire à néant 12 ans de ma vie, je ne lui laisse pas d'autre porte de sortie, ai-je conclu. Pendant ce temps, Carrie et Suzanne ont démissionné en personne du cabinet dentaire. Melody, responsable du bureau, est restée sans voix en apprenant qu'il faudrait remplacer 2 employées compétentes. Payne, toujours défiguré, était cloîtré dans son bureau à gérer les appels du siège. Il a compris qu'il devait rembourser les dégâts sur les 2 véhicules de fonction, tout en sachant que sa place n'était pas garantie si sa famille ne l'aidait pas. Certains responsables lui ont dit, soit tu l'épouses, soit tu la renvoies dès qu'elle sera divorcée.
Après mon rendez-vous chez l'avocate, je me suis rendu chez un agent immobilier que je connaissais pour demander s'il y avait des bâtiments de bureaux à vendre. Il en avait repéré un qui pourrait s'avérer rentable si quelqu'un pouvait y attirer un locataire sérieux. Il se trouvait à 5 pâtés de maisons du centre-ville, tout près du magasin Bichat. La banque en était propriétaire, et elle commençait à en avoir assez. Avec un peu de peinture et de retouches, l'intérieur pourrait être revitalisé. J'ai négocié un prix inférieur, sous réserve de financer via un prêt et après inspection. J'ai demandé au vendeur si je pouvais montrer les lieux à une potentielle locataire, car j'avais en tête 2 femmes qui lançaient leur cabinet d'expertise comptable. Il m'a remis les clés, me demandant de les lui rapporter le lendemain vers 14 heures. J'ai envoyé un texto à Carrie, « Pourrais-tu venir avec Suzanne au bar ? J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle a répondu rapidement, « D'accord. » J'ai appelé mon beau-père pour lui demander s'il avait 2 heures à m'accorder, expliquant que je craignais de devoir vendre le bar pour régler mon divorce et que je pensais déjà à la suite. J'avais repéré un immeuble de bureau à rénover et voulais avoir son avis. Il a accepté et je suis allé le chercher. Nous avons visité tout l'immeuble, en regardant l'électricité et la structure. Il a pointé du doigt quelques réparations discrètes mais coûteuses. L'inspecteur ne les verra probablement pas, a-t-il remarqué. Tu pourras t'en servir pour négocier le prix. Que penses-tu de mon offre, ai-je demandé. C'est rusé. Tu peux toujours revoir à la hausse si besoin. Tant que tu trouves les bons locataires, ça peut être un investissement. Tu as quelqu'un en tête ? Oui, 2 femmes qui ouvrent leur propre cabinet, ai-je dit. Si j'arrive à obtenir le financement, elles auront leur bureau, j'installerai peut-être un nouveau bar-restaurant au rez-de-chaussée. Mon beau-père a approuvé. Et si Mélodie réclame le bar dans la procédure, a-t-il voulu savoir. La Mélodie d'avant ne l'aurait pas fait. Mais la nouvelle Mélodie, si. Elle va me faire porter le chapeau pour justifier son acte. Il a semblé outré. Mais ce n'est pas vrai, a-t-il protesté. Non, mais montre-moi un cas de divorce où la vérité détermine l'issue. La décision se base souvent sur ce que le juge croit, ai-je répondu, fataliste. Plus tard, j'ai retrouvé Carrie et Suzanne, et nous avons visité le rez-de-chaussée vide de l'immeuble, un ancien centre d'appel. Je leur ai décrit le bar-restaurant que je comptais aménager, puis je leur ai demandé quelles seraient leurs exigences pour leur bureau. On ne pourra pas payer l'aménagement, a reconnu Suzanne. C'est moi qui prendrai ça en charge. Le bar devra d'abord faire ses preuves, mais je compte sur un prêt, réponse vendredi. Mélodie, ton beau-père. Tout ça, c'est compliqué, a noté Carrie. Mais je peux compter sur mon beau-père pour aider à la rénovation, ai-je ajouté. Vous me ferez un plan de vos besoins pour les 2 prochaines années, et on verra. Le mercredi, Mélodie, ses parents et la FDA ont fait le tour des agences et du siège. Elle a reçu mes papiers de divorce pour cause d'infidélité, tandis que Payne devait rendre des comptes au siège social de Richard. Le vendredi, ils sont finalement partis pour régler l'affaire. Moi, j'ai eu la bonne nouvelle d'obtenir un financement supplémentaire de 250 000 $ pour mes travaux d'aménagement. Nous avons commencé par tout enlever au rez-de-chaussée, ne gardant que le béton, et un dessinateur a dressé des plans détaillés. Nous avons intégré une gaine d'ascenseur pour desservir 3 étages et ajouter des conduites d'eau pour la partie de Carrie et Suzanne. Des entrepreneurs ont créé 2 entrées, une côté rue, l'autre depuis le hall principal, et creusé la dalle pour construire l'ascenseur. Ils ont monté un mur de béton intérieur. Tandis que Carrie et Suzanne partaient à Washington tous les dimanches pour en revenir le vendredi, je coordonnais l'avancement du chantier. Une fois la gaine d'ascenseur terminée, nous avons fait sabler la façade pour raviver la couleur originelle des briques rouges, et nous avons remplacé la toiture plate. À l'intérieur, on a cloisonné le bureau de Carrie et Suzanne avec des sanitaires, une salle de pause, un accueil et 6 bureaux. De mon côté, nous avons prévu des toilettes publiques, un espace pour la réserve, une scène pour l'orchestre et une piste de danse. Les ouvriers ont d'abord terminé la section comptable en 2 semaines. 2 autres bâtiments dans la même zone ont été rachetés et transformés, l'un en succursale de Bank of America, l'autre en logement. Le journal local saluait la revitalisation du quartier. Entre-temps, j'ai fini par m'agacer de l'immobilisme dans les négociations avec l'avocate de Mélodie. J'ai décidé d'imposer une réunion en présence des 2 parties, prêts à sortir les griffes. Tandis qu'on achevait la dalle de l'ascenseur, je supervisais l'installation en cuisine, carrelage blanc, barre en chêne, plancher stratifié pas foncé,
installation électrique pour la partie bar et comptabilité. Les tables, chaises et banquettes de restaurant devaient arriver le lundi. Tout ça bouclé en moins de 2 mois. Mon agent immobilier a trouvé un locataire pour le 2e et le 3e étage, un grand cabinet juridique, qui couvrirait la totalité des échéances mensuelles, prêts, impôts, etc. J'étais ravi. Lors de la réunion avec mon avocate et celle de Mélodie, cette dernière a prétendu que j'avais toujours voulu être père. J'ai éclaté de rire quand elle a prétendu être encore sous contraception au moment où elle serait tombée enceinte. Je lui ai demandé un test de paternité, tout en précisant à mon avocate de montrer la vidéo sur la clé USB. Mélodie est devenue livide en constatant qu'elle avait été vue plus de 2 millions de fois, générant près de $5,99 par visionnage. En tant qu'époux légal, je réclamais donc 5% des revenus de cette œuvre, considérant que c'était un actif produit pendant notre mariage. J'ai conclu en lui donnant jusqu'au lundi suivant pour me faire une proposition équitable, sinon, je diffuserai l'intégralité du contenu. En partant, j'ai ajouté, « Je sais qui est le père de l'enfant que tu prétends porter. C'est Payne. Tu as fait ton choix, assume. » 10 minutes plus tard, mon avocate m'appelait. « Caleb, elle accepte de te verser $350,000 pour que tu conserves ton bar et ta maison, à condition que tu gardes le silence et renonces à la vidéo. » Dressé l'accord, ai-je dit. Mais je veux être sûr qu'elle me verse bien la somme avant que ce soit final. Quand le divorce sera-t-il prononcé? Je peux prendre date au tribunal, mais il faudra attendre 30 jours pour que ce soit officiel, a précisé mon avocate. Le jour J, je me suis mis sur mon 31. J'ai retrouvé Carrie et Suzanne à l'aéroport avec des roses, rouges pour Carrie, jaunes pour Suzanne. Elles ont souri en me voyant et j'ai agité des chèques devant elles pour symboliser nos nouveaux accords financiers. Nous avons rejoint ma nouvelle berline, achetée comptant grâce à l'indemnité obtenue. Avant de vous déposer, j'aimerais vous montrer vos bureaux aménagés, ai-je annoncé. J'ai précisé que le reste du bâtiment était loué à un cabinet juridique. Carrie a demandé si tout cela m'avait coûté cher. J'ai ri en répondant que c'était tout à fait supportable. Plus tard, en rendez-vous avec leurs avocats, j'ai expliqué comment j'étais parvenu à récupérer la part de Mélodie sur la vidéo, montrant la preuve de ses gains. J'étais donc fondé à réclamer la moitié. Carrie a pleuré de soulagement tandis que je relatais la situation. J'ai conservé mon entreprise, ma maison et j'ai obtenu $350,000. Mélodie avait une semaine pour venir récupérer les meubles qui l'intéressaient. « Que comptes-tu faire de la maison ?» m'a demandé Carrie. « La vendre. Je ne veux pas que le passé pollue notre avenir. » Des larmes de joie ont perlé sur les joues de Carrie. « Même moi, je suis ému, » a murmuré Suzanne, d'ordinaire plus réservée. Au bout de 2 mois, l'antenne comptable de Carrie et Suzanne a ouvert, et mon bar, nommé Charlie's Bar and Grill, est vite devenu un repère local apprécié. De son côté, Mélodie a épousé Payne, mais leur mariage a vite sombré lorsqu'elle l'a surpris avec sa meilleure amie. La famille de Mélodie est restée distante. 3 ans plus tard, alors que j'accueillais nos jumeaux avec Carrie, la vie était plus douce au milieu des difficultés qui ne manquent jamais d'apparaître. Pendant l'accouchement, Carrie m'a affublé de divers surnoms facétieux. Nous avons fièrement présenté nos 2 bébés roux à nos familles, remplis d'émotion et de gratitude. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.